Alors, bonjour Bogdan. Bonjour. Ça fait longtemps que je suis ton travail et j'avais une première question à te poser sur le fait que tu te revendiquais comme un artiste indisciplinaire. Comment tu pourrais éclaircir ce concept? Alors, ce mot-là, l'indiscipline, est venu de plusieurs choses. D'abord, c'était le sous-titre d'une revue pour laquelle j'ai longtemps travaillé, qui s'appelait Mouvement et qui s'appelait Mhm. Revue indisciplinaire des arts vivants. Et portant ce nom, ça m'avait toujours, ça faisait un petit peu écho à ma manière, en tant que spectateur, d'abord de regarder, d'écouter, de consulter les œuvres, des artistes que j'aimais. C'est-à-dire que je pense que pour moi, les artistes qui m'intéressaient le plus, c'est ceux dans le travail desquels il y avait une attention égale à différents médiums, à différentes disciplines. Par exemple, adolescent, j'adorais le travail de Björk, qui est certes une compositrice, une musicienne, mais qui d'une part travaille avec énormément d'autres compositeurs, compositrices, musiciens, musiciennes, producteurs, etc., qui viennent d'influences musicales différentes des siennes, et porte aussi une attention euh, capitale aux visuels qui vont accompagner sa musique, dans les clips vidéo, dans les pochettes d'albums, dans les images qui la représentent, mais Mhm. une attention aussi à la mode, aux designers avec lesquels elle va travailler, etc. Et pour moi, dans cette démarche-là, il y avait quelque chose d'indisciplinaire, c'est-à-dire que c'est pas la musique qui va être supportée par d'autres disciplines, mais tous les médiums, toutes les collaborations, toutes les productions vont fonctionner ensemble pour créer une œuvre qui a du sens. Et dans la revue Mouvement, j'aimais bien quand moi j'y contribuais ou que j'y écrivais, pouvoir parler indifféremment d'un spectacle de danse, d'un disque de musique, d'une exposition de photographie, c'est-à-dire vraiment une attention à la création d'une manière générale. Et en ce qui a concerné ensuite plus spécifiquement mon travail, c'est que la pratique d'origine, de base, de fond, c'est toujours la photographie, c'est-à-dire tout commence par là parce que c'est pour moi le médium ou la discipline qui est le plus évident et le plus naturel et le plus... Donc oui, donc il y a d'abord toujours la photographie et puis ensuite, progressivement, au fur et à mesure de l'élaboration du projet, vont venir se greffer d'autres langages, parfois que je vais travailler en collaboration avec d'autres artistes. Par exemple, si je fais un film, il y aura forcément des acteurs, un chef opérateur, quelqu'un qui va venir faire la musique, etc. Mais parfois dans les projets, au sein d'une même œuvre, y compris dans le champ des arts plastiques ou visuels, il va y avoir une relation importante à un texte scientifique, par exemple, avec lequel la correspondance, la communication va donner l'impression que l'œuvre produite est quelque part entre la science, l'art, la philosophie, etc. Et pour moi, parler d'indiscipline plutôt que de transdiscipline, c'est que transdiscipline ou parfois interdiscipline, pour moi, renforce chacun des médiums dans sa spécificité et imagine des ponts entre les médiums, tandis que l'indiscipline va, à mes yeux, mettre exactement au même niveau, donner la même importance, faire comme un langage commun, un langage qui s'augmente et non pas qui se met en traduction, on pourrait dire. C'est une manière de conjuguer, d'hybrider, de faire se rencontrer, vraiment d'être au même niveau d'une conversation, de mettre au même niveau d'une conversation tous les interlocuteurs que sont ces différents médiums. Donc voilà, pour moi, c'est ça que des Mhm. disciplines. Et évidemment, il y a le sous-entendu un petit peu mal poli, un petit peu, un petit peu, ouais, un peu mal élevé, un peu en dehors des cases de l'idée d'une création qui serait non pas seulement indisciplinaire, mais aussi indisciplinée, quoi. Mhm. Parfait. Tu as été le premier en France à utiliser la thermographie qui constitue aujourd'hui une signature. Pourquoi cet intérêt technique pour cette technique-là? Alors, c'est venu effectivement de ma rencontre parfaitement fortuite avec cet outil à la faveur d'une visite diagnostique de l'appartement dans lequel j'habitais à l'époque. Et donc voilà, le diagnostiqueur est venu avec toute une batterie d'outils, dont la caméra thermique, et j'ai été immédiatement saisie parce que je voyais derrière l'écran lumineux de ce technicien, parce que d'un seul coup, ça m'a donné l'impression, un petit peu comme d'une prothèse qui donnerait accès à une réalité auparavant
non révélés, littéralement invisibles. Et c'est ce que fait cette caméra, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en donnant accès à nos pauvres yeux imparfaits, à la partie du spectre électromagnétique qui étant trop longue pour être visible par nos yeux humains, on la considère comme l'invisible. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que euh, avoir un outil qui nous permette aussi simplement, c'est-à-dire vraiment, c'est un outil que chacun peut acquérir. Alors évidemment, ceux qu'on trouve dans le commerce ou qui sont accessibles au grand public sont des outils très imparfaits qui vont faire des images avec souvent des gros pixels, une très mauvaise définition, etc. Mais les outils qui sont, les caméras thermiques qui sont fabriquées pour les professionnels, généralement de l'armée, de la médecine ou éventuellement du bâtiment, sont des caméras qui ont une définition bien plus importante et qui nous donnent l'impression de révéler un monde qui, avant ça, pour moi, relevait quasiment de l'imaginaire, en fait, du fantastique, de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on a accès à tout un ensemble de choses qu'on a toujours reléguées, puisqu'on ne les voyait pas avec nos yeux, euh, au domaine du douteux, du pas sûr, du fantasme, du rêve, voilà, littéralement du fantastique. Et utiliser cette caméra thermique, ça m'a permis de m'apercevoir qu'en fait, il y avait tout un monde qui est là tout autour de nous et euh, dont il nous, comment on pourrait dire ça, dont je pense que la tâche des artistes est de le révéler et de voir comment on peut les réintégrer dans notre conception du monde, dans notre conception de la réalité, en fait. C'est à cet endroit-là que ça m'a vraiment fascinée et intéressée. J'étais au Frénois quand j'ai commencé à travailler avec cet outil et très vite j'ai pu avoir accès à des caméras thermiques un petit peu plus perfectionnées en faisant des collaborations notamment avec les fabricants de caméras et surtout il ne faut pas oublier que c'est une caméra, en fait c'est un petit peu semblable à, on pourrait dire à l'origine de la photographie puisque le premier usage de la caméra thermique, ça a été les premières versions, ça a été Texas Instruments qui fabriquait des outils militaires pour l'armée américaine. Euh, et donc, c'est un outil de surveillance et de pouvoir. C'est vraiment un outil qui sert à guetter, à surveiller un territoire et évidemment à tuer, à détruire en débusquant, par exemple, des soldats cachés en embuscade, etc. Donc, il y a cette origine militaire d'abord et puis une origine aussi qu'on a particulièrement pu découvrir pendant le Covid, puisque là, c'est un moment où la caméra thermique s'est démocratisée. Euh, on en trouvait dans les magasins, dans les aéroports, dans les gares. On pouvait souvent voir comme ça des opérateurs avec des caméras thermiques qui leur servaient à détecter, puisque ce que voit la caméra thermique, c'est la chaleur, ce que nous, on considère comme chaleur, mais qui est en réalité de la lumière. C'est pour ça qu'une caméra spéciale peut la voir. Et donc, c'était facile pour cette caméra de voir quelqu'un qui avait de la fièvre, par exemple. Donc, ça devenait vraiment un outil, comme l'a été la photographie, pour photographier les criminels, pour photographier les fous, pour photographier les anormaux, comme disait Foucault, dans les colonies aussi. C'était un outil de surveillance, d'archivage, de comptage, de tri. Et ben, la photographie thermique, la thermographie, elle s'est mise également à servir à ça à la période du Covid. Et pour moi, c'est un outil qui a une telle puissance poétique et même de plus en plus dans mes projets les plus récents, je dirais même presque spirituel, quoi. C'est-à-dire qu'en donnant accès à l'invisible, pour moi, ça révèle aussi des choses qui auparavant euh, euh, semblaient voilà, relever complètement du fantasme. Et quand on se promène avec cette caméra, ce qui m'arrive souvent quand je fais des reportages ou des séries de photos qui m'amènent comme au début de l'année dans le désert, en Californie par exemple, etc., d'un seul coup, elle semble révéler un monde littéralement extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, on se met à voir des présences dont on soupçonnait pas qu'elles puissent être là, ou on se met aussi à voir les traces que nous, humains, on laisse tout autour de nous dans les endroits qu'on traverse. Par exemple, là, si je me lève de ma chaise, on verra pendant des heures sur ma chaise la trace d'un corps qui a été là. Et c'est fou parce qu'on revient en même temps à l'essence du mot photographie, quoi. C'est-à-dire que les photons qu'on dépose, ils sont pas tous visibles. Alors certes, la photographie traditionnelle, argentique ou numérique, nous permet d'avoir accès à des corps qui ont été véritablement présents et qui ont été captés par le capteur argentique ou numérique de l'appareil photo. Mais là, les photons, ils dépassent on va dire le registre, le domaine du visible par l'œil humain en nous permettant d'accéder à comment dire, une réalité qu'auparavant on pouvait découvrir qu'avec un autre sens qui est le toucher. C'est-à-dire que si je touche ma tasse, je m'aperçois là qu'elle est chaude, mais je le vois pas.
avant de l'avoir touchée, je peux pas savoir qu'elle est chaude. Or, ce sont des photons en fait qui sont émis par cette tasse. Et donc la caméra thermique voit et traduit de manière visuelle quelque chose qu'auparavant on n'avait détecté qu'avec notre toucher. Donc il y a presque une dimension synesthétique, je sais pas quel est le bon mot, que nous offre cette caméra. Et c'est vrai que quand je travaille avec elle pendant des jours et des jours, le moment où j'arrête de travailler avec elle, j'ai l'impression que j'ai perdu un sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on m'a dépossédé d'un sens, comme Louis l'a vu, le toucher, qui est le sens de l'invisible. Très intéressant, puis je ne savais pas l'anecdote de ta première découverte. Euh, Tu as rappelé donc tes nombreuses collaborations avec des philosophes, des scientifiques, des danseurs, des musiciens. Mais si je ne me trompe, c'est la première fois que tu collabores avec des militants, ceux d'ACT UP. Quelle différence cela fait dans ta pratique pour toi? En fait, aucune. Pour moi, ça rejoint vraiment cette idée d'indiscipline et disons que dans l'indisciplinaire que j'avais pu jusqu'à présent éprouver en travaillant, par exemple, en particulier avec Jean-Philippe Uzan, qui est spécialiste de cosmologie, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, ou Lucien Raffmage, qui est écrivain de science-fiction, philosophe avec lequel on a aussi beaucoup travaillé, notamment pour spectrographie, Traum, Décidération, des projets comme celui-ci. L'idée, c'est que chacun avait, ou des danseurs, etc., chacun avec nos backgrounds, nos façons de voir le monde, nos outils pour l'appréhender. Les outils d'un écrivain ou d'un philosophe sont pas ceux d'un physicien nucléaire et sont pas non plus ceux d'un artiste. C'est comme si on mettait tout en commun, tous nos langages en commun pour créer encore plus de communs, un commun encore plus grand. Et toutes ces expériences vont permettre de créer des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives, des nouveaux mondes, comme Donna Haraway nous invite à créer des nouveaux mondes, à faire monde, elle appelle ça worlding. Et ben, l'apport visuel, critique, d'expérience de vie, de rapport au monde, de rapport au pouvoir que va charrier une association de militants et de militantes comme ACT UP Paris, pour moi, c'est une manière de mettre en commun comme ça des expériences et des langages exactement de la même manière qu'avec mes précédents interlocuteurs. Et ACT UP Paris avait en fait déjà été présente sous d'autres formes dans mon travail parce que pendant longtemps j'avais fait des photos voilà des manifestations, des die-in, etc. qu'on retrouve parfois dans mes précédentes séries qui étaient plus ce journal un petit peu euh, continu, quoi, permanent, photographique, et à partir duquel se construisent mes différentes séries. Et il y avait très souvent eu, voilà, des images de groupe, des images de corps, des images d'action d'Act Up Paris. Donc j'étais assez, sans jamais en avoir été euh, membre moi-même, parce que voilà, j'ai toujours été un petit peu à côté, je pense, de tout ce qui fonctionne comme des groupes, mais j'ai toujours été là, voilà, comme un allié, un observateur. Et ça a été assez naturel quand l'association m'a contactée pour essayer de penser ensemble, avec de préférence cette caméra thermique, essayer de penser ensemble une nouvelle manière de parler de l'importance absolument capitale et fondamentale, et d'autant plus après l'épidémie ou pendant l'épidémie du Covid, puisqu'on est entré en contact à cette période-là, avant l'épidémie en fait. Puisque l'épidémie de VIH-Sida a été complètement, et la nécessité de la prévenir, de proposer des moyens de prévention, notamment aux populations les plus jeunes ou les plus isolées, a été complètement effacée par toute la communication, évidemment, qui a été faite autour d'un autre virus, le Covid-19. Et donc, d'un seul coup, tout avait du sens quand on a eu nos premières réunions et nos premières conversations, parce que c'était comme s'il était vraiment question de visible et d'invisible, de rendre visible ou d'invisibiliser. Et aussi, donc non seulement, là je parle d'invisibilisation des moyens de prévention notamment, et des campagnes indispensables de prévention, notamment à l'adresse donc des populations les plus jeunes ou les plus précarisées, parce que puisqu'il n'existe aucune campagne nationale qui parle de la nécessité absolue d'utiliser ces moyens de prévention pour limiter évidemment la diffusion du virus. C'est à la charge des militants de trouver des moyens, y compris des moyens visuels,
de s'adresser à ces populations-là. Et je crois que c'était la première fois que la mairie de Paris s'est associée à cette campagne en mettant à disposition des espaces d'affichage, parce que normalement, Act Up Paris, en fait, n'a, je crois, jamais ou très rarement, je voudrais pas dire d'ânerie, mais bénéficié d'affichage officiel. C'était toujours cette idée de l'affichage sauvage, des manifestations, enfin les moyens d'Act Up qu'on connaît, qui sont toujours un petit peu encore une histoire de piratage et là aussi, on pourrait dire d'indiscipline d'une certaine façon. Et là, d'un seul coup, pendant quelques jours ou quelques semaines, on allait avoir accès à des espaces de diffusion, de publicité, de communication, vraiment à pleine vue du grand public. Donc, l'idée d'utiliser la caméra thermique qui produit des images dont on n'est pas encore tout à fait habitué, parce que même si on a vu ces caméras un petit peu partout, les images thermiques avec leur côté très fluorescent, très, on pourrait dire très catchy comme ça, parce que ça va être des couleurs qui sont presque psychédéliques, en fait, des couleurs qui sont encore plus que des couleurs qui sont, c'est pas du orange, c'est l'intensité maximum du orange, du violet, du jaune, du bleu, etc. Évidemment, ça capture le regard et ça donne la possibilité de toucher plus de monde dans un espace public. Ils ont forcément choisi 3 ou 4 images. Nous sommes heureux, nous, au Graphe pour Fiction Documentaire, de présenter l'ensemble des images que tu leur as proposées. Est-ce que tu étais d'accord avec leur choix ou c'est-à-dire la question de la communication, là, ça a fonctionné malgré tout dans le prolongement de ton travail ou pas? Je pense on a tout choisi, on a vraiment discuté parce qu'on a fait beaucoup d'images ce jour-là. Ils ont retenu celles qui leur semblaient aller plus dans le sens à la fois de la tradition visuelle historique, on va dire, d'Act Up Paris, notamment en termes de couleurs, en termes de quel corps on décide de représenter. Faut pas oublier qu'Act Up Paris, c'est une association de lutte contre le VIH/SIDA, mais qui se concentre aussi sur des populations, les populations les plus précarisées. On parle des travailleurs et des travailleuses du sexe, des migrants, migrantes, des personnes isolées. C'est une association qui est issue de la communauté homosexuelle et qui encore aujourd'hui est très associée, très ancrée dans la communauté LGBTQIA+, etc. Et donc, il fallait que ce soit ces corps-là, nos corps, qui soient mis en avant, qui soient représentés et qui soient immédiatement visibles comme appartenant à cette communauté. Ça ne veut évidemment pas dire que la lutte contre le VIH/SIDA s'adresse avant tout aux communautés queer, mais c'est quand même un petit peu la maison mère et ce sont aussi des corps qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir représentés, particulièrement dans l'espace public. Évidemment, ça change, évidemment, à la télé, au cinéma, dans les médias, dans les expositions photos, on voit de plus en plus de corps queer, mais c'est pas encore gagné et ça reste des exceptions. Donc, il y avait ce double choix là, voilà, avec Act Up Paris. Les autres images ont été utilisées non pas pour des affiches, mais pour des fascicules de prévention qui ont été distribués dans des lieux ciblés et qui chacun était consacré à la description de moyens de prévention, la PrEP, le TPE, le préservatif, les dépistages, etc. Mais ceux qui ont été retenus pour l'espace public étaient voilà ceux qui semblaient le plus juste dans la tradition et dans les messages les plus importants et les plus actuels d'Act Up Paris. Cela dit, au moment où on a fait toutes ces images, il y en a certaines qui n'ont pas été retenues parce qu'elles semblaient pas assez peut-être évidentes pour défendre ou pour parler de tel ou tel moyen de prévention. Mais il s'est avéré que dans le même temps, moi, j'étais en train de commencer à travailler sur une nouvelle série d'images qui est encore en cours aujourd'hui, qui s'appelle Photino, et pour laquelle je photographie en caméra thermique d'une manière assez proche des images que j'ai l'habitude de faire, des portraits que j'ai commencé à faire il y a plus de 15 ans maintenant de personnes queer, trans, enfin voilà, de mon entourage proche. Et aujourd'hui, j'ouvre beaucoup dans mon travail cette question de la représentation du genre, des genres alternatifs, des genres qui échappent à la binarité, du côté de corps qui vont échapper eux aussi ou trouver des subterfuges pour échapper à la binarité humain-non humain. Donc, des personnes qui vont avoir un lien particulier avec des éléments végétaux, avec des animaux, avec le cosmos, avec d'autres dimensions, etc. Et la caméra thermique me permet aussi de représenter
de représenter cet effritement de ces autres binarités. Et ce jour-là, il y a pas mal d'images justement qui m'ont permis de parler de ça et qui réintègrent peut-être un petit peu plus mon travail personnel. Donc il y a de toute façon toujours comme ça des croisements et des rencontres, quoi. Oui, tu viens un peu de répondre, mais peut-être ma dernière question, c'était comment se manifestent aujourd'hui tous tes engagements en tant qu'artiste? C'est-à-dire, est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Tu te revendiques artiste trans, mais quels sont tes autres engagements aujourd'hui dans ton travail? Tu as partiellement répondu à ces questions, mais peut-être j'avais envie de te la poser quand même. Euh, alors moi je pense que ça va dépendre de chaque artiste. Moi je pense que sans m'en apercevoir en fait dès le début, c'est-à-dire dès les toutes premières séries de photos que j'ai faites et que j'ai faites, on se connaissait déjà à l'époque, donc tu sais à quel point je l'ai fait sans calcul et sans stratégie, c'est-à-dire que c'était vraiment mes premières images étaient présentées comme un journal tout simplement de mes rencontres et de mes rêveries, de mes promenades. Et il y avait une approche très presque romantique en fait du corps des autres, du paysage, de quelque chose d'assez amoureux et d'assez une tentative de rechercher quelque chose qui pourrait avoir avec la question du sublime, de la dissolution de soi dans le paysage, vraiment, oui, d'un effritement des frontières et des binarités entre soi et les autres. C'est-à-dire que souvent, on a souvent dit que les portraits que je faisais des autres personnes étaient des autoportraits parce que toutes les personnes se mettaient à se ressembler entre elles, alors que c'était pas du tout le cas dans la réalité. C'est-à-dire la construction comme ça d'une sorte d'identité plurielle, il y avait jamais de nom, par exemple, sous les photos des lieux ou des personnes que je photographiais. Et donc, c'est seulement plus tard, quand j'ai pu prendre un petit peu de recul sur toutes les images qui avaient été produites entre la fin de mon adolescence et on va dire ma sortie de l'école d'art, donc ce que j'appelle un peu le début de l'âge adulte pour moi, parce que j'avais, je sais pas, 22 ans, 23 ans. Et en fait, c'est après, en prenant ce recul, qu'on s'est aperçu que toutes ces images, elles construisaient un document visuel sur ces communautés queer, trans, à l'époque où il n'y avait pas encore de prise en charge de l'État de nos identités, de nos transitions. Tout se faisait de manière pirate. C'est pour ça que les premiers textes de Preciado, comme Testo Junkie, avaient vraiment une importance pour moi à cette époque, parce que d'un seul coup, ça mettait des mots, ça donnait une structure à tous nos parcours comme ça, qui avaient été jusqu'à maintenant un peu pirates et surtout qui s'étaient faits sans référent, c'est-à-dire sans guide, quoi. Et en fait, nécessairement, le travail a pris une importance. Enfin, je dis ça. Enfin voilà, j'espère que ça n'a pas l'air prétentieux parce que j'essaye de dire ça de la manière la plus pragmatique possible, mais parce que d'un seul coup, voilà, c'était un document d'une communauté qui n'avait pas été photographiée avant. Et qui n'aurait pas existé quelque part sans ces photographies. Parce que là, on est déjà passé à un autre âge, à une autre époque, des questions de transition, de transidentité, etc. Et je pense que euh, je vois pas mon travail comme profondément engagé ou profondément militant, mais je pense que mon travail d'artiste, c'est de rendre visible, de mettre au jour, littéralement, de faire basculer dans le domaine du visible des choses qui auparavant étaient cachées, underground, invisibles, et qui du coup, n'étant pas visibles, sont considérées comme n'existant pas, n'étant pas tout à fait réelles, étant une sorte de menace bizarre, sourdrant comme ça, sourdant depuis une sorte de nébuleuse inquiétante. Et il suffit de voir encore aujourd'hui la panique que comment dire, le dévoilement ou l'entrée dans la communauté générale de nos identités, de nos corps, de nos provoque chez les personnes qui sont, par exemple, anti-woke, c'est-à-dire, en gros, j'ai l'impression, la majorité des gens, en fait, quand on voit les couvertures de magazines, quand on se promène dans la rue, la menace woke, l'écriture inclusive va détruire le langage, même notre cher président s'y met d'ailleurs, etc. C'est-à-dire qu'on voit que toutes les identités qui sortent de la norme, de ce qu'on pense être une norme presque naturelle, en fait, mettent en péril l'équilibre de la société.
Et je pense que, ben voilà, pour répondre plus clairement à ta question, je pense qu'en tant qu'artiste, en faisant ma part de mise au jour, de révélation de, 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 de ces corps, de ces identités qui relèvent du possible, puisque c'est nous, puisqu'on existe, puisqu'on est vraiment là, euh, je participe de cette manière-là à, j'espère faire évoluer la société dans le bon sens, quoi. Je pense pas être capable de faire beaucoup plus que ça, mais c'est ça que je fais. J'essaye en permanence d'être à la fois dans la réalité, dans le réel, c'est-à-dire il y a des réalités sociales, il y a un matérialisme comme ça quotidien des corps, des identités. Il y a véritablement des gens qui sont en danger, il y a des personnes qui ont besoin d'aide sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Il y a une nécessité absolue d'apporter de l'aide à des personnes. Et puis, au-dessus de ça, ou à côté, ou en parallèle, ou en dessous, je ne sais pas où ça se situe, il y a aussi plus un travail de fond qui consiste à faire connaître au grand public, à des personnes qui ne sont pas du tout concernées par ces questions, qui ne les croisent pas dans leur propre vie et pour lesquelles c'est lointain, bizarre, euh, éventuellement menaçant, inquiétant, ben de faire rentrer dans les imaginaires à travers des œuvres, parce qu'on sait que le cinéma, la photographie, ça contribue aussi à apporter des nouvelles images, des nouvelles représentations, et donc à faire advenir dans le domaine du possible, du réel, du quotidien, des corps, des histoires, des expériences, des réalités qui jusqu'à présent n'y avaient pas leur place, quoi. Et je pense que c'est en ça voilà que mon travail trouve sa place dans cette démarche-là. Et puis enfin, ça se fait aussi non seulement par la création, mais par quand on en a la possibilité, quand on a accès enfin quelque part à des plateformes d'expression, à des plateformes de diffusion, de communication, des festivals comme celui qui nous réunit aujourd'hui, par exemple. C'est bien de laisser la place, d'ouvrir la porte, parfois à des propos qui sont justement plus directement engagés ou militants, comme cette série avec Act Up Paris, ou bah, comme on a pu le faire pendant le confinement justement avec Nadège Piton, on avait une carte blanche de la revue The Eyes qui était autour des questions de genre. Ça pouvait être n'importe quelle approche du thème du genre. On aurait pu parler du masculin, du féminin, de voilà. On a décidé d'en faire une sorte d'histoire subjective. Des présences queer et trans dans l'histoire de la photographie, c'est-à-dire où était dans toute cette histoire qui a commencé il y a bien longtemps maintenant, où étaient les photographes queer et trans. On les a vus souvent de face caméra, on les a vus sur les images de personnes qui les photographiaient, mais ceux qui créaient, celles et ceux qui produisaient les images, celles et ceux qui produisaient notamment les images de leur propre corps ou de leur propre communauté, où est-ce qu'ils étaient? Pourquoi est-ce qu'on a considéré que par le fait qu'ils étaient ouvertement queer, trans, évidemment, le mot n'a pas existé avant très très récemment. Donc, pour beaucoup de photographes, on peut que imaginer qu'ils se seraient reconnus dans le qualificatif queer, trans ou non-binaire, comme, je sais pas, Molinier, Claude Cahin, Bascoulard. Évidemment, tout ça, c'est des spéculations et on leur colle pas des étiquettes dont ils n'auraient peut-être pas voulu. Mais en tout cas, ils appartiennent très clairement à ce spectre-là. Est-ce que le fait que leur travail n'a pas été mis en avant souvent très longtemps avant leur mort, n'est pas dû au fait que, puisqu'ils n'appartenaient pas aux identités dominantes, aux identités les plus visibles, aux identités considérées comme la norme, c'est pas ça qui les a tenus à l'écart. Donc voilà, donc je pense que le travail politique ou le travail militant n'est pas forcément toujours dans les manifestations ou sur le terrain. Je pense qu'on se répartit le travail en fonction de ce qu'on sait faire, en fonction de nos talents, en fonction de notre force aussi, en fonction de notre temps, en fonction de ce qu'on est capable de proposer comme ça à la communauté. Et je pense que tout fonctionne ensemble, quoi. C'est c'est un grand cercle où à la fois aller directement porter secours à des personnes qui en ont besoin de manière urgentissime ou essayer de faire sa part pour produire des nouvelles images, des nouveaux modèles, des nouvelles représentations dans la société. Tout ça, ça fonctionne ensemble et je pense que cette exposition essaye de raconter ça, quoi, de boucler une boucle. Super, merci beaucoup Bogdan, avec toutes mes excuses pour mes premiers cafouillages là, avec l'ordi.
Et puis, ben, je te souhaite un bon séjour au Canada, même si on aurait bien aimé que tu sois avec nous à Ah ouais, moi Carcassonne. aussi, je suis Et désolée que ce soit mal comme ça. C'est la vie, c'est triste. on pensera à toi. Et une grosse bise à Nadège aussi. À bientôt. Salut, merci. Bientôt.